35 000 milliards projetés pour 2025. Dites-nous, est-ce que c'est un endettement soutenable et quelles garanties donnez-vous aux générations futures? Mais, si vous voulez, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Il est utile certainement d'éclairer l'opinion publique. L'endettement aujourd'hui, si on regarde le niveau qu'il a atteint, parce que le ratio auquel on le mesure, ce n'est pas la valeur absolue que vous regardez. 35 000 milliards ou 6 000 milliards, c'est en regard de la richesse du pays. Si vous regardez la valeur absolue, je veux dire, c'est un mauvais exemple de comparaison. Mais pourquoi, comment vous expliquez le fait que ça ne leur pose pas de problème de prêter? Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous allez rester sur la même trajectoire d'endettement ou bien, parce qu'il y a des niches quand même que vous n'exploitez pas. Par exemple, l'impôt foncier reste marginal. Il y a le secteur informel qui est sous-fiscalisé. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont en déperdition. On parle de souverainisme. Qui sont en déperdition, que vous ne récupérez pas. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, dans ces conditions-là, ne me parlez pas de dette. On peut considérer que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de mobilisation interne que vous allez à l'international. Ça, c'est vous qui présupposez ça. C'est vous qui présupposez ça. Monsieur le Premier ministre, avant de venir ici, j'ai examiné quand même le tableau de bord de l'emploi. C'est vrai, vous avez créé un certain nombre d'emplois, vous n'avez pas de 6 millions sur 10 ans, mais le problème c'est que la Côte d'Ivoire, en tout cas l'école ivoirienne, injecte à peu près 400 000 étudiants sur le marché de l'emploi. C'est énorme. Alors, quel est le programme que vous entrevoyez pour qu'on puisse absorber tous ces jeunes, d'autant que les mêmes études indiquent que les jeunes, si on ne fait rien pour que les jeunes soient insérés, ça peut être une bombe à retardement. Bien sûr, nous en sommes parfaitement conscients et dans ces projets de société que nous avons, c'est pour ça, je le disais, je dirais tantôt, le secteur privé, le développement du secteur privé est l'axe central, le pivot véritablement central de cette stratégie. Parce que partout dans le monde où que vous allez, l'État ne crée pas des emplois, l'administration ne crée pas les emplois. Sur une cohorte de 400 000 qui sort, l'administration peut en prendre 20 000, 25 000. Mais, je dirais, le secteur privé va en prendre 100 000. Je dirais. Donc, ce secteur privé-là, c'est lui qui doit être dynamisé pour pouvoir effectivement créer des emplois. D'où l'investissement, je dirais, dans le capital humain, l'investissement dans les infrastructures pour pouvoir attirer les investissements privés, créer des entreprises qui vont embaucher les jeunes. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est le développement du secteur privé et ce sont les entreprises privées qui créent, je dirais, de l'emploi. Donc, c'est bien pour cela que nous avons dit, au cours des 5 prochaines années, on passe à un système d'accélération. L'État, à nouveau, est arrivé maintenant, le pays est arrivé maintenant à un niveau où, je dirais, les réglages sur un certain nombre de secteurs clés par rapport à d'où nous venons est satisfaisant pour pouvoir accélérer la machine et avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Donc, dans divers secteurs stratégiques, on va accroître l'investissement, qu'il soit national ou direct étranger, pour pouvoir investir dans des secteurs où il y a un potentiel énorme de création d'emplois. Dans le secteur agricole, on pourra en venir, dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire, dans tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs à potentiel. Mais il faut investir. Il faut créer effectivement de la valeur ajoutée, il faut créer des emplois et l'État va stimuler ça. Donc la réponse à l'emploi, c'est la création d'un environnement propice à l'investissement privé, créateur par excellence d'emplois et de revenus. Alors sur la question de l'emploi, je vais parler des femmes. Les femmes ivoiriennes savent se battre, on le sait. Au-delà du FAFSI, de ces actions qui sont menées, est-ce qu'il pourrait arriver que l'on pense à créer une agence dédiée essentiellement aux femmes pour accompagner certainement leur autonomisation à l'image de l'agence Emploi Jeune? On pourrait créer une telle agence? Oui, c'est tout à fait envisageable, mais je voudrais d'abord vous dire que l'agence Emploi Jeune, ce n'est pas une agence d'hommes. C'est une agence pour des jeunes. Je parle d'une agence dédiée aux femmes. Oui, je pense, c'est tout à fait envisageable. Je crois que le FAFSI est un exemple, mais le ministère de la Femme et de la Famille également, à travers des financements de bailleurs de fonds, adresse des thématiques relatives
à l'autonomisation des femmes et à la génération de revenus. Bien sûr, ce n'est pas fait dans une agence particulière, puisque chacun de ces bailleurs de fonds ont des méthodes, je dirais, de gestion de projet et de décaissement bien particuliers auxquelles il faut s'adapter. On pourrait, je dirais, envisager de créer une agence qui est spécialement dédiée aux femmes, mais à mon avis, les agences existantes qui traitent de ces questions-là sont femmes sensibles et peuvent effectivement regarder le sujet de la femme. Parce qu'en même temps qu'il faut favoriser la femme et entrer dans une logique, je dirais, égalitaire, en même temps, la femme n'est pas moins que l'homme, voilà, donc elle doit recevoir une attention égale. C'est au niveau des hommes, je dirais. On parle de discrimination positive. De discrimination positive. Je veux dire, c'est au niveau de nous, dans l'exercice de ce qu'on fait, où on doit effectivement être, j'allais dire presque, femme sensitive, hein, parce que nous-mêmes, on ne porte pas un regard, je dirais, qu'il faut. Je veux dire, sans avoir cette agence-là, vous allez regarder dans certains services, vous allez regarder dans certains départements. Au moment où on fait les recrutements, on n'a pas cette sensibilité de se dire « mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas assez ». Moi, je sais qu'à de nombreuses reprises au gouvernement ou sur certains sujets, chaque fois qu'un ministre vient et propose des nominations, l'attention du président, c'est de dire « mais vous avez combien de femmes ?» Justement, quelquefois même à des ministres femmes, on dit mais vous avez venu nommer, il y a combien de femmes dedans? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un niveau de conscience, je dirais, pour nous tous, je dirais, cette conscience du sujet de la femme. C'est un sujet relativement important. On a l'impression, alors on a un débat comme ça, c'est bien théoriquement, puis vous retournez à la maison, et puis vous allez vous-même, qui venez de faire ce débat sur le plateau, avoir des comportements qui ne sont pas pro-femmes. Bon, en fait, Monsieur le représentant du candidat, on vous prend donc au mot. Après 15 ans de gouvernance, les femmes, on le constate, sont encore peu représentées dans les institutions, même dans vos gouvernements successifs. On est encore loin du quota de 30% espéré. Alors, est-ce que vous prenez l'engagement, au nom, puisque vous portez la voix du candidat du RHDP, de corriger cela en cas de victoire? Oui, je pense qu'on Au Rwanda, ils sont déjà à 50-50, hein? Où ça? Au Rwanda, par exemple. Oui, mais je pense que pas une parité au lieu d'avoir seulement de l'Est qui vient de les battre, là, hein, je crois, où le président est femme, la première ministre est femme, il y a pratiquement plus de 50% des ministres qui sont femmes, le président de l'Assemblée nationale est femme, enfin, ils ont battu Chez tout nous, le monde. Il faudra encore attendre, monsieur le Premier ministre. Mais oui, il faudra attendre tant que les mentalités elles-mêmes, parce que l'État, on se rend compte qu'on a pris des dispositions légales qui favorise, je dirais, les femmes et qui favorise l'inclusion des femmes. Maintenant, ce dont les femmes elles-mêmes se plaignent, c'est que ceux qui sont chargés de l'application de ces lois, ce sont les hommes. Et ils n'ont pas femmes. C'est pas vous qui me convenez. Ils ne sont pas femmes sensitives. Donc eux-mêmes, je dirais, qui prennent ces textes ou qui sont chargés de l'appliquer, je dirais, doivent également améliorer ce niveau de... C'est un travail collectif. Le gouvernement fait sa part, le président fait sa part. Maintenant, on a un sujet de société. Ce n'est pas un sujet de gouvernement uniquement. Chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans sa région, on se rend compte, et moi je vous le dis, je suis président de région, je me suis rendu compte à un moment donné, quelquefois, que c'est vrai. Dans le budget de ma région que je fais, cette attention à la femme n'est pas aussi... vraiment j'allais dire focus, mais n'est pas aussi centrée qu'elle devrait l'être. Donc, oui, il y a un sujet de la femme. Nous avons quand même fait, je dirais, des progrès. On a quand même des avancées notables, en tout cas en ce qui nous concerne, que ce soit, je dirais, au niveau des préfets, que ce soit au niveau, je dirais, dans la fonction publique, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau même de l'armée. Dans beaucoup de services, vous allez vous rendre compte que l'État fait un effort particulier pour que le taux, je dirais, des femmes s'accroisse. D'accord. Et quel effort le candidat du RHDP, s'il est élu, fera pour mettre fin au féminicide qui inquiète de plus en plus, parce que de plus en plus de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints? Quelle réponse politique ferme allez-vous apporter? Alors aujourd'hui, le dispositif légal, je dirais bien sûr, sanctionne assez sévèrement toutes ces infractions ou tous ces comportements, mais on est allé plus loin. On a mis des dispositions où, dans les commissariats de police, on a un département spécifique qui est chargé de traiter de ces questions où les femmes peuvent venir se plaindre.
Et on a fait en sorte que ce personnel-là soit féminin, de façon à ce que la femme soit plus à l'aise quand elle vient pour exposer son cas. Donc c'est déjà quelque chose de positif et qui permet aux femmes de venir beaucoup plus facilement, parce que quand c'était les hommes, elles avaient le sentiment que de toute façon, l'homme en face d'elles prendrait parti pour l'homme. Avec les femmes, ça s'est amélioré de façon significative et je pense qu'on va poursuivre dans cette direction-là, non seulement en matière de sanctions, mais également en matière de dispositions administratives, de dispositions organisationnelles qui permettent d'appliquer les textes que nous avons pris et d'appliquer les dispositions qui protègent les femmes. Avant de parler, de passer maintenant au troisième pilier pour parler économie, je voudrais, monsieur le représentant du candidat, vous poser cette question concernant les programmes de filets sociaux, et ça c'est, parlons de solidarité, les programmes de filets sociaux productifs, la popote familiale qui permet donc d'aider des milliers de ménages vulnérables. Mais de plus en plus de familles, malheureusement, continuent encore, sautent des repas, les loyers, les denrées flambent. Alors, dites-nous, monsieur le représentant du candidat, beaucoup d'Ivoiriens qui disent ne pas s'en sortir. Est-ce que votre candidat promet justement une Côte d'Ivoire solidaire? Comment il compte redonner du souffle au pouvoir d'achat et alléger le quotidien de ces ménages? Sur les filets sociaux, donc vous remarquerez qu'on a fait beaucoup d'efforts. On est là en 2025, 2024, 2025, après de 400 000, plus de 400 000 ménages donc, qui sont qui reçoivent donc des ressources dans le cadre du projet filet social. On projette à l'horizon 2030 de passer à 850 000 ménages qui vont effectivement recevoir ces filets sociaux. Mais pour parler du projet de cette grande nation et puis parler de cette Côte d'Ivoire solitaire dans cette grande nation, la solution des filets sociaux est une solution qui n'est pas pérenne, elle est une solution temporaire. Parce que la réalité, c'est que vous sortez quelqu'un de la pauvreté lorsque vous lui trouvez une activité génératrice de revenus. Soit un emploi stable, soit, je dirais, dans le secteur informel, mais quelqu'un qui a réussi à générer des revenus stables, des revenus qui ont un niveau suffisant pour lui permettre de satisfaire à ses besoins primaires. Donc là encore, je reviens sur le développement du secteur privé, des PME ou des grandes entreprises, aider des acteurs à créer des activités, à créer des entreprises où ils recrutent du personnel et où ils les rémunèrent. Des grands pays dans d'autres continents ont eu, en 30 ans, en 40 ans, à sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté en créant justement des activités, des entreprises par le secteur privé pour avoir des emplois, secteur agricole, secteur industriel, comme disait, secteur tertiaire. Donc l'objectif du candidat, c'est d'accroître de façon significative le développement du secteur privé, également en milieu rural, en région, pour pouvoir occuper les personnes, générer des revenus et réduire la pauvreté. Oui, on va parler économie à cause du temps. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de la place du secteur privé, surtout des PME. Mais les statistiques nous disent que près de 80% des PME meurent avant 3 ans. Les raisons, une fiscalité lourde, un coût des investissements un peu rigide, des problèmes de financement qui ne sont pas toujours là. Alors comment vous allez résorber cette question ? Des initiatives ont été prises en particulier au niveau des PME pour adresser, je dirais, la question de l'appui au développement des PME. Et celle qui a été prise récemment et qui est donc en œuvre actuellement se retrouve dans la création de ce qu'on appelle le GUD, le guichet unique donc, du développement des entreprises, des PME, qui comprend essentiellement 2 grands volets. Un volet qui est recevoir les PME, les aider à formaliser leur plan de développement, les aider éventuellement à avoir du personnel de qualité ou à former leur personnel, puis ensuite un fonds, je dirais, de garantie qui permet d'apporter aux PME les garanties nécessaires pour obtenir un prêt bancaire. Donc ce n'est pas du financement par l'État des PME, mais cette institution de garantie a signé avec des banques locales, commerciales,
des accords pour financer les PME qu'elle aurait garantis. Aujourd'hui, en l'espace d'un an, on parle de plus de 2000 financements qui ont été obtenus par les PME. Et on voit que c'est une stratégie qui marche. 2000 milliards, vous dites 2000 milliards? Non, je parle de 2000 projets qui ont été financés, voilà, en l'espace d'un an et demi. Parce que le problème de ces PME, lorsqu'elles arrivent auprès des banques, on estime qu'elles n'ont pas la garantie suffisante pour pouvoir bénéficier d'un financement. Donc l'État permet de combler ce gap-là en étudiant le projet, en regardant ses chances, je dirais, au niveau de sa faisabilité, et en octroyant les garanties nécessaires pour que la personne puisse mobiliser les ressources auprès d'une banque. Et on pense qu'au cours des années à venir, on va donc passer à une haute échelle. Ce ne sera plus 2000, ce sera 20 000, ce sera 50 000. Cette initiative est fortement appuyée par les bailleurs de fonds qui ont trouvé dans cette solution originale une voie de salut pour le développement des PME qui est quelque chose d'essentiel dans la stratégie de développement du secteur privé, puisque les grandes entreprises et les multinationales ne constituent pas le gros du secteur privé. En général, le tissu des PME, c'est 60-70%, je dirais, des entreprises du secteur privé, et le reste dans des entreprises moyennes et grandes. Donc, le renforcement du tissu des PME est au cœur également de la stratégie de développement du candidat. Et naturellement, toutes les conditions de survie, je dirais l'accès au financement, l'accès, je dirais, aux ressources humaines, l'accès au marché, tout ce qui peut être fait pour permettre à cet écosystème de se développer est également prévu dans cette stratégie. Alors, au niveau de l'économie, il nous reste quelques minutes. On a plusieurs questions concernant la dette publique. Monsieur le représentant du candidat, la dette publique est passée de 6 000 milliards de francs CFA en 2011 à près de 35 000 milliards projetés pour 2025. Dites-nous, est-ce que c'est un endettement soutenable et quelles garanties donnez-vous aux générations futures? Mais, si vous voulez, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Il est utile certainement d'éclairer l'opinion publique. L'endettement, aujourd'hui, si on regarde le niveau qu'il a atteint, parce que le ratio auquel on le mesure, ce n'est pas la valeur absolue que vous regardez. 35 000 milliards ou 6 000 milliards, c'est en regard de la richesse du pays. Voilà, on avait 6 000 milliards, mais le ratio de la dette sur le PIB était de 69%. Donc c'était élevé, plus élevé que maintenant. On a 35 000 milliards, mais le ratio de la dette, je dirais, sur PIB aujourd'hui est de 57%. Voilà. Donc on n'a pas un endettement qui est plus lourd qu'on avait. Si vous regardez la valeur absolue, je dirais c'est un mauvais exemple de comparaison. La deuxième chose, c'est que pratiquement 80% de cette dette est libellée dans une devise qui ne nous pose pas, qui ne nous expose pas à des risques de change. Parce que souvent, le problème, je dirais, de ces prêts, c'est que vous l'empruntez dans une autre devise et lorsque il vient de rembourser, vous n'avez même pas, je dirais, de devise suffisante. Vous pouvez avoir un sujet de balance des paiements, un problème de devise. Ici, ça au moins c'est garanti. La troisième chose, c'est que le taux de rémunération moyen de ces emprunts que nous avons faits tourne autour de 5%, alors que la croissance économique que nous avons est autour de 7% par an. Donc on se rend bien compte que l'investissement qui est fait à partir de ces prêts induit un accroissement de richesse qui est supérieur à la rémunération de cette... Donc voilà, c'est un bon emprunt, c'est un bon investissement. Et pour terminer, ça quand même j'aimerais le rappeler à tous les sachants, mais ces gens qui nous prêtent, mais quand même, vous n'imaginez pas qu'ils se disent « il faut qu'on me rembourse ». Vous connaissez, vous, des gens sur le marché international, des institutions de premier plan qui se lèvent pour aller prêter à un pays qui ne pourra pas leur rembourser. Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Au contraire, ils n'ont que des éloges. Et ils prêtent. Ils n'ont aucun souci. Vous, qui ne prêtez pas, vous avez un problème, je dirais, voilà. Mais pourquoi, comment vous expliquez le fait que ça ne leur pose pas le problème de prêter ? Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous allez rester sur la même trajectoire d'endettement ou bien, parce qu'il y a des niches quand même que vous n'exploitez pas. Par exemple, l'impôt foncier reste marginal.
il y a le secteur informel qui est sous-fiscalisé, ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont en déperdition. On parle de souverainisme. Qui sont en déperdition, que vous ne récupérez pas. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, dans ces conditions-là, ne me parlez pas de dette. On peut considérer que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de mobilisation interne que vous allez à l'international. Ça, c'est vous qui présupposez ça. C'est vous qui présupposez ça. Parlez-moi alors du financement de l'économie. Ne me parlez pas de dette. Moi, j'ai une économie, je dois financer un budget. Où est-ce que je mobilise les ressources pour pouvoir financer cette économie? Qu'est-ce que je prends dans mes ressources propres? Qu'est-ce que je prends dans des emprunts? Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Ici et là, on discute. Mais si vous prenez juste par lorgnette de la dette, moi, je vous réponds sur la lorgnette de la dette. Oui, il faut accroître le taux de collecte fiscale. On appelle le taux de pression fiscale. On a évolué quand même il y a quelques années. On était à 12%. Aujourd'hui, on est à 15%, on a pour objectif de monter jusqu'à 18%, je dirais, d'ici 2030. Donc, on est dans un monde qui a changé et où on a tous conscience aujourd'hui qu'une page est tournée et qu'il est un temps de réveil pour les pays sur le continent africain. Beaucoup de pays se sont habitués à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ont des problèmes intérieurs telles que les questions aujourd'hui que vous voyez depuis le Covid, la guerre russo-ukrainienne, les problèmes de la guerre du Golfe et les problèmes de guerre des tarifs. Aujourd'hui, ils ont une pression sur leurs propres ressources qui sont telles que le niveau de l'aide au développement va aller en diminuant, en diminuant, en diminuant. Vous avez vu des pays qui ont carrément supprimé des pans entiers de leur aide au développement. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, les temps à venir ne vont pas être des temps évidents. Mobiliser des ressources sur le marché où, comme vous le savez, après la guerre russo-ukrainienne, les taux, je dirais, ont flambé, rend les taux sur ce marché-là relativement élevés et difficile pour un pays qui ne veut pas voir sa dette croître rapidement. Donc, il va falloir, par tout moyen, accroître la mobilisation des ressources intérieures de façon accélérée et extrêmement importante. Donc, on est, nous, dans une logique de digitaliser, je dirais, le système de collecte, d'essayer d'avoir des identifiants uniques pour, je dirais, identifier et des individus et des entreprises. Ça, déjà, on est largement avancé dessus. Dans des secteurs comme le foncier, on a tout un système qui est en cours de mise en œuvre. On a fait un mapping, on a identifié, je dirais, toutes ces choses. Et on a un logiciel qui a été mis en place et qui est en train véritablement de commencer à donner des résultats. Donc, rassurez-vous que personne n'emprunte comme ça, je dirais, parce que l'emprunt est une solution. Mais tous les pays empruntent. Ils empruntent parce que vous empruntez pour financer des investissements qui vont vous permettre d'accélérer votre développement. Si vous attendez de financer votre économie qu'avec les ressources que vous avez, mais vous allez vous développer lentement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre un emprunt pour financer un secteur qui n'est pas productif ou alors faire un investissement qui n'est pas efficace, qui n'est pas rentable. Mais tant que la dette est utilisée à bon escient pour financer des secteurs qui ont effectivement une rentabilité, alors l'investissement est efficace et dans ces conditions, il faut le faire. Monsieur le représentant du candidat, c'était 90 minutes d'intervention. Je rappelle qu'il nous reste 7 minutes pour clore cette émission. Vous aurez un temps pour vous adresser aux populations ivoiriennes qui vous regardent pour leur dire pourquoi ils doivent à nouveau vous faire confiance. On ne peut pas finir cette émission sans évoquer le sujet sur l'agriculture. On va donc rapidement parler agriculture et évoquer la question de l'eau, de l'électricité pour clore cette émission. Alors, et du logement. Et du logement rapidement. Alors, une question parce que il faut qu'on puisse réussir cet exercice en 3 minutes. Alors, monsieur le représentant du candidat, le prix du cacao est passé à 2800 francs CFA le kilogramme, celui du café à 1700 francs. Décision saluée par les producteurs notamment, mais jugée électoraliste par vos adversaires. Cette tendance sera-t-elle durable après les élections? Écoutez, le souci du président de la République, du candidat, du RHDP, comme je l'ai dit... Et si vous pouviez répondre en 1 minute pour chaque question, ce serait intéressant. Oui, son souci, c'est le social, l'inclusivité et une rémunération juste à ceux qui produisent l'effort. Le principe que nous avons arrêté dans la filière cacao, c'est que
le prix aux paysans sera au minimum 60%, je dirais, du prix donc, sur le marché. 60% minimum. Donc, et nous avons des fonds de stabilisation, des mécanismes de stabilisation qui font que lorsque il y a de la marge, c'est-à-dire pendant un moment donné, les prix ont été bons, ont permis de stocker des réserves, je dirais, ça permet à d'autres moments de donner des prix qui sont intéressants aux paysans. Maintenant, lorsqu'on a eu des années difficiles, on ne peut pas le faire. Lorsqu'on a eu des bonnes années et que ça nous a permis d'accumuler un stock, l'objectif n'est pas de garder ce stock pour le regarder, c'est de le redonner aux paysans. Donc c'est ce qui se fait. Donc vous avez, je dirais, des hauts et des bas en fonction de l'évolution du marché. Vous savez que justement on a quitté un système spot pour venir à un système de vente par anticipation des marchés pour stabiliser les prix, je dirais, aux populations à un niveau qui leur permet véritablement de couvrir leurs besoins. Donc là, si les cours se portent bien et que ces fonds de réserve sont alimentés, mais les prix seront encore meilleurs. Si les années sont mauvaises et que ce stock, ces réserves sont faibles, ben écoutez, le prix va être ajusté en fonction. Alors, on va parler de mécanisation rapidement. L'ancienne Bakayoko, mécanisation et transformation rapidement et pour évoquer la question du logement. De transformation aujourd'hui. Oui. Le cacao, à peu près 50% aujourd'hui. Oui. Mais pas seulement le cacao, il y a le cajou, on est à peu près à 21-24% de transformation. Oui. C'est beaucoup pour le cacao, mais ça reste marginal pour le cajou. Et je voudrais que vous nous apportiez une solution aussi pour l'ananas aujourd'hui qui est complètement en déperdition.